programme culturel du mois d'octobre. Enfin, comme vous le savez, mi-septembre, mi-octobre. Hein? À quelques heures près, ou quelques jours près, ça dépend. Voilà. Ça dépend de quand on se retrouve. Alors, au programme, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Un film, un documentaire, deux séries et deux musiques. Alors, sachant qu'il y a un instant fangirl groupie débile, on va parler d'abord du film. Alors, on va faire film, une musique, un documentaire, une musique, et on finira par les séries. Alors, je pense que je vais le tourner en deux parties parce que j'ai entendu qu'il y avait une... Il y avait une fiesta à côté. Donc dès qu'on commence à faire trop de bruit, je m'arrêterai. Voilà. Alors, on va commencer par le film. Le film s'appelle She Said. Donc je mettrai la photo là. C'est un film que j'ai vu sur Canal+. C'est l'histoire de deux enquêtrices du New York Times qui vont lever le lièvre de l'affaire Weinstein. Donc qui vont interroger, en fait qui ont vent, qu'il y a quelque chose avec un producteur, enfin je pense que vous connaissez l'histoire. Et on va suivre ces deux journalistes qui sont interprétés par Zoé Kazan. Pourtant elle a un nom célèbre. Hein. Zoé Kazan et Carey Mulligan qui en fait jouent deux femmes. Alors on les suit dans leur vie privée aussi, puisqu'il y en a une qui se relève très difficilement de son accouchement et d'une petite dépression postpartum, et l'autre qui a d'autres problèmes dans sa vie privée. Mais ce sont deux excellentes journalistes d'investigation qui décident de faire un papier sur Weinstein, qui ont quelques difficultés, because c'est un producteur à l'époque tout puissant à Hollywood qui a Miramax, qui a gagné multiples Oscars, que ce soit pour ses acteurs, pour ses films en tant que producteur, etc. Qui a un réseau très 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 important d'influence et donc de pression. Et donc on les suit. Alors attention, c'est un film très plan-plan, enfin, tolératif. C'est un film plan-plan, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de course-poursuite, etc. C'est un film qui relate une enquête d'investigation. Donc elle passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps à aller voir les gens, à se déplacer, à aller sonner chez les gens, à aller leur demander à ces femmes si elles peuvent témoigner, si elles veulent témoigner, pourquoi elles ne veulent pas, etc. Essayer de plus ou moins les inciter à le faire, etc. Alors ça part d'un témoignage qu'on connaît tous, hein, de Rose McGowan, qui a accusé Weinstein de l'avoir violée et de lui avoir fait des pressions pendant des années, qu'on ne voit pas à l'écran, contrairement à l'autre actrice qui a accepté de jouer son propre rôle. Mais qu'on entend. Alors je me souviens plus, parce que j'ai vu la distribution et j'ai vu, vous savez, le générique, je ne me souviens plus si c'est sa vraie voix ou si c'est une actrice qui joue sa voix, mais il me semble que oui. Enfin, je pense que c'est pas sa vraie voix, mais en tous les cas, bon, quoi qu'il en soit, c'est ses propos à elle. Et donc, sinon, elle aurait attaqué le film. Et donc, on suit ces deux femmes qui découvrent l'ampleur alors, premièrement, des attaques, des agressions, des viols, des attouchements, des chantages à la carrière, et qui vont découvrir aussi qu'il n'y avait pas que les actrices ou les femmes qui travaillaient sur les plateaux de ciné, mais il y avait aussi des secrétaires, des coiffeuses, des filles qui faisaient le standard, enfin toutes les femmes qui passaient à la portée de peignoir de Weinstein. C'est un film assez glaçant, mais qui dénonce le système tout simplement, mais simplement qui appuie sur le fait que les journalistes d'investigation sont très importants, parce que ils font une enquête au long cours. Ils n'ont pas de deadline, sauf quand ça commence à devenir très 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 embêtant, parce que les avocats ont vent de l'article, parce que Weinstein se déplace lui-même dans la rédaction pour essayer d'influencer, et ça marche pas, mais nous on voit que la silhouette et une espèce de voix. Mais même la silhouette de loin, etc., en impose, parce que c'est un mec imposant en plus, enfin physiquement, quoi.
Mais voilà, on sent la pression qu'ont pu avoir la directrice de la rédaction, l'avocat du journal, l'actionnaire du journal aussi, voilà, l'éditeur en chef, etc. Des gens qui ont subi, voilà, à un moment donné, le juriste, l'avocat juriste du New York Times se prend une volée, enfin, alors se prend une volée de menaces à peine voilées d'un mec hors de lui, donc Harvey Weinstein, qui ne se gêne pas pour lui faire des menaces voilées, mais on comprend bien que voilà, l'autre il se démonte pas. Ah ben, vous dites ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer. Voilà. Donc c'est un film assez intéressant. Et je vous disais, il y a une actrice qui a accepté. Alors on parle de Gwyneth Paltrow. D'ailleurs, il a l'air d'avoir. D'ailleurs, ça a été vérifié. Hein, c'est par rapport à ce qu'elles ont dit et ce qu'elles ont vu. On voit pas Gwyneth Paltrow. On comprend que c'est elle parce qu'on la cite. Mais visiblement, il avait beaucoup peur qu'elle parle elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait et est-ce que Gwyneth a parlé? Est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle veut parler? Visiblement, ça l'inquiétait beaucoup qu'elle ouvre la bouche. Alors peut-être parce qu'elle était oscarisée. Et donc ça pouvait l'inquiéter parce qu'elle avait un poids, sûrement. Ou que si on avait su que, par exemple, hein, je sais pas, hein, extrapolation, elle avait gagné son Oscar parce qu'il avait payé des gens, ça aurait été. Voilà. Il y a une actrice que j'aime beaucoup depuis ses débuts, et en plus j'étais très heureuse qu'elle le fasse parce qu'elle a subi elle-même une brisure de carrière correctement en ligne. Enfin, oui, elle a travaillé après, mais très difficilement. Elle aurait pu avoir une carrière beaucoup plus grande, mais il a véritablement brisé sa carrière. C'est Ashley Judd. Alors non seulement elle accepte de jouer son propre rôle, elle rejoue sûrement des scènes qui ont dû la traumatiser déjà à la base, mais qui, en les rejoignant, ça a dû être un deuxième traumatisme. Elle ne se gêne pas pour apparaître sans maquillage, dans, ouais, dans une position de faiblesse, et on comprend que c'est grâce à elle et au fait qu'elle ait eu le courage de parler seule, tête nue, visage découvert, avec son nom en gros, en gras dans l'article des deux journalistes, que ça a amené toutes les femmes qui étaient derrière et qui n'osaient pas parler, qui avaient peur, de le faire parce qu'elles se sont dit, bah, si Ashley Judd, qui risque sa carrière en plus, enfin, ce qu'elle a, sa vie, son couple, ses amis, etc. Pour ça, c'est que nous, on peut y aller derrière. Voilà. On comprend qu'il y a eu des arrangements financiers, qu'il y a eu des menaces sur les familles, etc. Donc c'est un gros dossier. Mais She Said est un très bon film. Je vous dis, c'est un film lent parce que c'est une enquête d'investigation. Voilà. Si vous aimez pas les films où il ne se passe rien en gros à part téléphonique et de journalistes qui font tomber quelqu'un qui était censé être intouchable, enfin qui se croyait intouchable, et on comprend que c'est à toutes les strates de la société. Alors pas qu'américaine, hein, on est bien d'accord, là aux États-Unis, mais là on est aux États-Unis, mais toutes les strates de trucs, du simple grouillot en bas à droite, comme je sais pas, comme homme de ménage dans une petite société de ménage, jusqu'à au plus haut, toutes les femmes ont subi une fois dans leur vie, à un moment donné, une réflexion, que ce soit au boulot, dans le métro, dans les bus, dans la rue, voilà, il n'y a pas une journée, enfin moi je peux même vous raconter ce matin, à l'arrêt de bus, il y a un espèce de con, enfin d'ailleurs je l'ai traité de connard, hein, donc voilà. J'étais à l'arrêt de bus seule, j'attendais mon bus, le mec arrive, il se met derrière, enfin sur mon côté, regarde, vous savez, les horaires, donc je me dis bon, il attend le bus comme moi, quoi, enfin, il va travailler. Il avait l'air d'aller travailler, hein, c'était un mec, il n'était pas en jogging chaussettes, machin, il était habillé correct, enfin comme s'il allait travailler. Et, et à un moment donné, je sens qu'il se rapproche. Alors moi, je déteste les gens qui se collent. Alors déjà, avant le Covid, ça me gavait, mais alors maintenant, ça me gave de plus en plus. Les gens, ils ont toujours pas compris qu'il fallait un espace vital dans une vie, quoi. Surtout que sur le trottoir, on était seuls, donc en gros, on se gênait pas. Et il se rapproche, et je le vois qu'il commence à se rapprocher, et qu'il me dit bonjour, bonjour. Moi, j'ai toujours les MP3, mais je le mets assez bas quand je vois qu'il y a quelqu'un autour de moi, machin, et qu'en plus, il faisait un peu nuit, je le mets bas. Voilà, donc je le mets un peu plus bas, parce que discrètement, parce que je me dis, on sait jamais, voilà, puis tu peux entendre si quelqu'un arrive derrière, etc. Oui, pour vous dire où on en est, les filles, et quelquefois. Pourtant, hein, je suis pas un canon de beauté, hein, voilà.
Et le mec se rapproche, il me dit ouais bonjour machin, vous attendez le bus, donc vous êtes poli, vous lui répondez oui, j'attends le bus, vous l'avez vu, il est passé déjà, je dis bah non, la preuve connard, enfin j'étais dans ma tête, je me suis dit mais connard, si j'attends c'est qu'il est pas passé, sinon je serais remontée. Il commence à me dire ah et alors c'est quoi votre prénom ah ben alors du coup on peut faire la causette alors très gentiment je lui dis non j'ai pas envie. J'écoute la musique non merci c'est gentil mais non. Ah bah ouais, bah alors ça m'étonne pas des femmes, machin, alors on vous fait un compliment et tout de suite vous remontez dans les grands chevaux. Je dis: «Ah putain, alors moi, ne me laisse pas faire». Il commence à s'approcher de plus en plus. J'ai dit: je pense que vous avez pas bien compris ce que je vous ai dit la première fois, donc vous allez dégager de 2 pas derrière parce que sinon je vous encastre dans l'abribus, quoi». Ah tout de suite, ah bah ça m'étonne pas que vous soyez toutes des frigides. Je dis: «Ah bah frigide mon chaton, tu vas te calmer, tu vas descendre d'un étage déjà». Parce que frigide, à mon avis, c'est toi qui as un problème avec ton pénis, pas le mien, parce que moi, visiblement, je suis dans ma peau, toi, c'est toi qui viens de me faire chier, à essayer de me dragouiller, alors que je te dis clairement, j'en ai rien à carrer, si tu m'avais plu, j'aurais fait peut-être un effort. Visiblement, si je te dis non, j'écoute la musique, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, bon, je l'entendais mourir, le bus arrive, et puis le chauffeur me regarde, et puis alors de dire, laisse tomber, c'est un connard. Donc je m'assois, et alors dans le bus, pourtant il y avait du monde, hein, il fait ouais, et la connasse là, je lui fais un compliment à l'arrêt de bus, elle m'envoie chier, toutes ces femmes là, elles savent pas où elles sont. Putain, je me suis retournée, j'ai dit toi le connard, tu vas fermer ta gueule et tu vas descendre un étage, hein, parce que sinon je traverse le bus et je t'étale. Il m'a regardé, tout le monde m'a regardé, je dis non mais non ça suffit quoi. Oh les mecs, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot non? Je lui dis non à l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'il comprend pas? Donc le chauffeur s'est arrêté, il a dit monsieur vous descendez. Voilà. Le truc, alors après j'ai rien dit, le chauffeur après à l'arrêt, on était seuls à la fin, il me dit ça va, vous voulez que j'appelle la régie et tout. J'ai dit non, non, mais pas du tout. J'ai dit mais, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous les garçons, vous comprenez pas? Alors je lui dis pas lui, mais qu'est-ce que vous comprenez pas quand on vous dit non? En plus je lui ai répondu non, ça ne m'intéresse pas, j'écoute la musique, non, j'ai pas envie de discuter avec vous quoi. Enfin qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai pas été mal poli, je lui ai pas dit va te faire foutre, machin. Je lui ai dit gentiment non monsieur, ça ne m'intéresse pas, merci, j'écoute la musique, je préfère, machin. Enfin qu'est-ce que tu, voilà. Il m'a dit: «Ah non, mais il y a des cons, ils comprennent pas tout au truc». J'ai dit: «Non, non», j'ai dit: «Je pense qu'ils pensent que toutes les filles sont à leur merci, doivent leur obéir». Enfin, je sais pas où il a été élevé, lui, celui-là, avec les rats d'égout, hein. Même les rats, je pense qu'ils ont une hiérarchie, hein. Si le rat, monsieur rat, il arrive et madame rat, elle veut pas, il lui en colle une, hein. Donc elle lui en colle une, donc ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Donc pour vous dire que ça se passe un peu de partout. Je pense que les garçons n'ont très très rarement ce genre de retour, hein. Voilà, c'est rare qu'une fille fait chaton. Non, mais c'est vrai. À la rigueur, bon, à la rigueur on te siffle, on te dit oh madame, vous avez des jolis yeux. Oh là là, vous êtes jolie. Bon, ça va. Je m'offusque plus. Je me suis jamais offusquée. J'ai dit merci, vous aussi. Ou si c'est pas vrai, moi il y en a un qui m'a dit oh belle paire de seins. J'ai dit bah je suis désolée, je peux pas avoir tes couilles. Voilà. Non mais sérieux. Ou alors, une fois, il y en a un qui m'a dit oh là là, putain, je sortirais bien avec toi. Je dis ah ben c'est embêtant, ça me fait plaisir, hein, perso. Mais tu n'es pas du tout mon goût, par contre, ton copain, oui, tu vois. Alors, ça les a fait marrer, ils étaient hilars, ils m'ont pas fait chier. Voilà. Bon, après, je suis tombée sur deux qui avaient un cerveau, je pense, à mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Musique? Musique. Musique. Alors, musique, c'est la sortie, je voulais vous signaler le 8 septembre, la sortie du groupe The Coral. Vous savez que je les aime. Bisous. Ils ont sorti un album qui s'appelle Sea of Mirror. Je vérifiais si c'était bien le 8. C'est bien le 8. C'est un petit bisou folk. Un bijou folk, comme d'habitude de The Coral, avec des super musiques, alors des fois entraînantes, des fois plus sombres, avec des jolies paroles, avec un côté solaire. Voilà. C'est pas tout est solaire, mais c'est une musique qui fait du bien, The Coral. Bon, ils sont de Liverpool, vous savez, je les adore et tout, mais vraiment, ils vieillissent bien. Voilà, ça fait maintenant depuis 2001-2002 que je les suis. Ils vieillissent bien, ils se bonifient. C'est toujours très bien si c'est tout bien foutu, tout bien enregistré, tout bien produit. C'est clair, net, précis, bref, The Coral. Si vous connaissez pas, allez sur une plateforme d'écoute, hein, style Deezer, Spotify. Moi je suis sur Spotify, donc je vous dis Spotify à chaque fois, mais c'est pas, voilà, vous pouvez aller où vous voulez, sur YouTube ils y sont. Vous allez taper The Coral, donc c'est Ral, The Coral, et vous allez écouter ce qu'ils ont produit depuis donc 20 ans, un peu plus de 20 ans, et vous allez voir, c'est divers, c'est très psychédélique quelquefois, il y a des albums qui sont un peu plus
The Curse of Love, par exemple, était beaucoup plus... voilà, prise de tête, mais très très beau, musicalement, mélodiquement, voilà, c'est des mélomanes, c'est des musiciens, hein, voilà, ils sont très très bons. Ils collaborent avec d'autres artistes, notamment un des frères Skelly a travaillé avec Miles Kane il n'y a pas longtemps pour son album, etc., qui est excellent, je rappelle. Voilà, donc c'est toujours un petit bijou, et j'adore quand ils sortent. Moi, ça me fait mes oreilles pendant des mois, hein. Voilà. Je vous parlerai de l'autre juste après le documentaire, et il a un rapport avec The Coral. Vous allez voir son fangirl débilus, ça va être grandiose. Donc documentaire, le documentaire, et d'ailleurs il va falloir que peut-être, j'espère que je pense qu'après le documentaire je vais peut-être arrêter parce qu'il y a... Voilà, qui commence à claquer les portes. Documentaire, je l'ai vu donc sur Arte, vous savez que c'est ma cam. Non, c'est pas sur Arte. Ah, wow, je crois que c'est sur Netflix. Bougez pas. Oui, je crois que c'est sur Netflix. Mais à coup pas. Ça s'appelle Le Dernier Témoignage. Alors, c'est un documentaire pour lequel je vais juste vous dire, si vous ne connaissez pas la période, si vous ne savez rien de cette période-là, vraiment, enfin pas grand-chose, que vous n'avez jamais écouté de témoignages de soldats allemands, que vous n'avez jamais mis les pieds dans ces témoignages post-Seconde Guerre mondiale, etc., autres que les procès des gros dignitaires nazis ou de ceux qu'on a jugés après, etc. Je parle des lambda, voilà, des soldats ou des officiers ou des personnes lambda qui ont eu des postes pourris, mais qui étaient des gens comme vous et moi, en gros, comme nos grands-parents, si vous voulez. Allez-y, n'y allez pas si vous vous sentez pas, et allez-y, mais accrochez-vous aux branches, hein, parce que vous allez avoir 2-3 fois le cœur au bord des lèvres, parce que ça va vous choquer, alors que c'est des choses que j'ai entendues assez régulièrement. Alors pas tout le monde, hein, mais certains anciens officiers que j'ai rencontrés, notamment de la SS, tenaient ce genre de discours. Donc ça ne m'a pas étonnée. Donc ils rencontrent des anciens, enfin des octogénaires et des nonagénaires chez eux, dans les maisons de retraite, etc., pour leur parler de ce qu'ils faisaient pendant la guerre, qui ils étaient. Alors vous avez un lieutenant de la Waffen-SS, celui de Totenkopf, glaçant celui-là. L'autre aussi, un grand moment. Bref, en plus, il y en a un qui est passé devant là, et que j'avais vu moi de visu, donc ça m'a un peu... Oh, ça m'a un peu... vous avez des gardiennes de camp, vous avez des secrétaires de camp, vous avez des fiancés de SS, etc. Et tous ces vieilles personnes qui peuvent être vos grands-parents, ou enfin plus les miens, mais en fait qui auraient pu être mes grands-parents et qui peuvent être vos grands-parents si vous êtes jeune, reviennent sur ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ce côté faux dénazification et fausseté de se dire mais non, mais c'est pas notre faute, c'est les autres. Alors il y en a certains qui sont tout à fait en raccord avec eux-mêmes, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont fait des saloperies pendant la Seconde Guerre mondiale, que ça soit dans une unité ou dans un camp ou ailleurs. Ils en sont pas fiers, ils sont même honteux. Ils se demandent même comment ils ont pu en arriver là. Donc ils ont fait un travail sur eux-mêmes pour se dire mais c'est pas possible, enfin c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, si j'ai fait ça, mais je veux dire je pensais à ça, mais voilà, mais je ne pense pas, je le pensais plus, voilà. Mais alors ils expliquent, alors il y en a certains qui ont été qui étaient très jeunes quand Hitler est venu au pouvoir, enfin en tous les cas avant, et donc ils faisaient partie de cette mouvance des jeunesses hitlériennes, leurs parents avaient enfin, peut-être leur père était SA ou SS, enfin, plus souvent SA au début, et donc ils étaient dans les jeunesses, ils expliquaient, on sortait, on s'amusait, on avait à manger, on jouait, on était entre copains, quand on était enfant, on a tous joué aux cowboys aux indiens, aux machins, etc. Donc on prenait pas ça pour de l'endoctrinement, ils savaient même pas ce que c'était, simplement on les a endoctrinés, et jusqu'à leur faire penser des choses que peut-être qu'à la base ils pensaient pas. Voilà. Alors à la maison ils devaient entendre aussi des choses. Il y en a certains qui se sont volontairement engagés,
qui sont volontairement entrés dans la jeunesse hitlérienne parce qu'ils y croyaient, à tout cet antisémitisme, voilà, et qu'ils expliquent qu'en fait, ils ont suivi le mouvement. Voilà. Ce qui ressort, c'est que en fait, si vous suivez comme des moutons une masse, sans vous poser de questions et sans mettre à défaut la personne qui parle, et que vous contredisez pas, s'il y a quelque chose qui vous gêne, que vous n'allez pas chercher, que vous dites bon bah oui d'accord, vous êtes un mouton, voilà. Et si vous êtes un mouton, vous êtes dans le troupeau et le troupeau suit le berger, ou alors le leader du mouton, le gros mouton noir là, et tout le monde suit le mouton, et en fait au bout d'un moment vous faites les pires saloperies parce que le mouton de devant vous a dit de les faire, et parce que vous osez plus partir parce que vos petits camarades vous regardent, voilà. C'est à peu près ce qui passe. Après vous avez ceux qui n'ont aucune honte. Voilà, clairement il y en a deux et un qui ne s'est jamais remis en question, qui trouve que c'était tout à fait normal ce qu'il a fait, qu'il n'a pas du tout à se sentir honteux, qui ne regrette pas, qui d'ailleurs il ne comprend pas que c'est pas continué. Ah si, il y en a certains qui disent bien. Voilà. Et c'est un vieux monsieur. Et c'est quelqu'un. Alors je l'ai expliqué une fois dans mon podcast, et si vous êtes allé voir ma relation avec l'histoire, enfin écoutez ma relation à l'histoire, vous avez compris. Enfin, la personne que j'avais rencontrée, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui pourrait être votre grand-père, qui est un adorable petit vieux monsieur qui vous offre des gâteaux et du thé, et qui est adorable, hein, qui vous tire la chaise, qui vous parle. Non, mais normalement, et la personne vous dit froidement, bah oui, bah on n'a pas fini le travail. Ok, ça c'est fait. Voilà. Vraiment, dernier témoignage, en plus, bon, alors le journaliste est mort entre-temps, enfin le documentaire est mort entre-temps, mais documentaliste, mais il explique très bien ce mécanisme-là. En fait, il ne l'explique pas, il pose les questions à ces gens-là qui sont mis devant le fait accompli. D'ailleurs, il y en a une qui est glaçante, alors moi je l'avais déjà vue sur un reportage, mais très peu, et là elle est en entier. Elle glousse tout le temps dès qu'on lui parle de la question de ce temps-là, elle trouve ça... Enfin, vous avez l'impression qu'elle trouve ça tout à fait normal. Et elle dit froidement, mais moi j'ai caché mon fiancé qui était SS, parce que comme ça, bien fait pour la gueule des alliés, ils l'ont pas eu. Pourquoi il aurait payé, puisque en fait on était dans notre bon droit, c'était notre pays, qu'est-ce qu'ils avaient. Et elle a 90 ans, et elle assène ça tout à fait normalement, avec une fierté dans le regard qui vous fait un peu froid dans le dos en vous disant punaise des bois. Et qui en plus, 2-3 fois quand on dit mais ils ont tué des gens, ils ont tué, alors outre les juifs, hein, mais ils ont tué des attardés mentaux allemands, voilà, parce qu'il y a toute une explication. Il y en a un même d'ailleurs que c'est un de ses frères qui est passé, donc il a vu hein, ça, mais voilà, c'était des choses qui, voilà, il y en a qui ont fait un électrochoc, de l'autre non, et elle glousse quoi. C'est-à-dire 90 ans, quand on lui dit il y a des gens qui sont morts, etc., mais est-ce que vous trouvez ça normal, elle glousse. Vous êtes devant, je vous assure, vous êtes devant le... Pourtant j'en ai vu des témoignages, j'en ai entendu, j'en ai... Voilà, vous êtes devant, moi cette femme qui glousse à son âge devant quelque chose comme ça, ça m'a figée. J'étais figée devant l'écran, le temps de son intervention, j'ai été comme ça. Figée, j'étais figée, le cerveau était en mode, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour vous dire, j'ai revu son témoignage pour me dire, non, attends, écoute ce qu'elle dit, parce que peut-être que tu t'es figé pour rien. Non, non, j'avais raison, il fallait se figer. Voilà, donc si vous avez le cœur à y aller, à écouter ça, mais c'est très instructif quand même, hein, de vous montrer le mécanisme de comment ces jeunes gens sont devenus, sont rentrés dans la machine de guerre, en sont sortis, certains en admettant ce qu'ils avaient fait, certains en se disant non, pas notre faute, c'est eux qui nous ont donné les ordres et nous on a exécuté, on était juste des exécutants. Ça c'est toujours très aisé de dire qu'on a exécuté les ordres. Ça dédouane, hein. Voilà. Alors que vous avez exécuté, vous avez un cerveau, hein, donc vous pouvez très bien dire non. Après, c'est très compliqué de dire non quand le troupeau est derrière, mais de temps en temps, ça fait pas de mal de dire non, parce que finalement, il y a 2 ou 3 moutons qui disent. Alors, si je peux dire quelque chose, moi je suis d'accord avec la dame. Vous allez voir, un jour, ça marche très bien ce genre de choses. Bibi a l'habitude de dire non. Ah. Comme je dis souvent au chef, d'abord je dis non, après je négocie. Comme ça c'est fait. Il est seul. Je l'aime bien le chef. Mais bref. Donc ça c'est le dernier témoignage sur Netflix. Ensuite, instant ma boulerie.
Et j'enregistrerai la série après parce que j'entends que ça. Oui, j'entends que ça zizette à côté. Instant nouillerie, amour absolu d'Ebilus. Sort le 12 janvier prochain le nouvel 5e album de, ah mon dieu que je l'aime, Bill Ryder Jones. L'album s'appelle Yaiki Da, ce qui veut dire en gallois, parce il a du sang gallois et écossais, et en anglais, si je ne m'abuse. Ce qui veut dire bonne santé en gallois. Ce qui est un beau titre parce qu'il a connu quelques gros problèmes de santé aussi. Il les a exposés hein, sur ses réseaux, avec ses gens, etc. Il a eu du mal à joindre les deux bouts en tant que musicien, parce que même s'il travaille beaucoup et qu'il produit, etc., bah, c'est pas facile, hein, parce que c'est un... Alors, Bill Ryder Jones, c'est l'ancien guitariste de The Coral, c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis qu'il y avait un rapport, c'est un génie britannique de la musique. C'est un petit génie musicien. Mais vraiment, ce type a un talent fou. Il a des textes sublimes, des mélodies absolument merveilleuses. Il a fait un album instrumental qui est un bijou qui s'appelle If, qui est un bijou à lui tout seul. Vous mettez ça sur la platine, vous vous dites mais comment ce type a pu faire ça? Il était tout jeune. Hein. C'est véritablement Bill Ryder Jones, c'est un des meilleurs musiciens britanniques de sa génération. Il n'a pas la reconnaissance qu'il a. Pourtant, quand il fait des salles, il va passer à la Maroquinerie en mars, je vais essayer d'aller le voir. Ça tombe mal parce que c'est un jeudi soir, mais en plus le lendemain j'ai un truc, enfin le week-end après j'ai un mariage, c'est chiant. Mais bon, je vais me débrouiller, je vais voir. Euh, c'est véritablement quelqu'un qui a un talent dingue, mais qui n'a pas qui est pas hyper médiatique, média connu, mais qui est connu par le microcosme des bons musiciens et des bons amateurs de musique. Il a sorti un single qui s'appelle This Can't Go On, qui est... Alors le clip est sublime, c'est un petit gars qui... c'est un Écossais d'ailleurs, un petit Écossais qui a un visage un peu un petit museau, vous savez, qui joue le rôle de Bill, qui marche dans la lande, etc., et qui arrive à un moment donné dans une rue avec des maisons un peu colorées, d'ailleurs, qui est la photo de l'album. Euh, la, la- la chanson est sublime. Je vous dis, le texte est beau, la musique est belle, la voix, il a une voix, espèce de voix éraillée qui est superbe. Ce garçon, je l'aime, voilà. J'adore Bill Ryder Jones, ça fait depuis 2001 que j'arrête pas de baver devant ce garçon. Il a du talent, moi il me sied à l'oreille. Je suis toujours transportée par ce qu'il fait comme musique, par chanson. Il me touche au cœur, en plein cœur à chaque fois. Voilà, que voulez-vous? Donc je préviens que à partir de janvier, je vais devenir Dibilus tout le mois de janvier. Je vais vous emmerder avec Bill Ryder. Dès que je vais avoir l'album entre les mains, je vais faire regardez, regardez. Non mais la débile, enfin, je veux dire, à un moment donné, je suis fangirl, je suis pas fangirl, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc ça, c'est des musiques. Et on va finir par les deux séries. Donc je vous les annonce, je coupe. J'aurai sûrement la même tête parce que je vais attendre que la fiesta. Oui, c'est des enfants, hein, donc en gros, dans 3 heures, ils ont fini. Bah oui, parce qu'il va tomber la nuit, donc ils vont se casser. Hein, à un moment donné, il faut être sympa avec Lisa. J'annonce 2 séries. La première série, c'est une série britannique qui est excellente, vraiment. Et j'ai vu que la première saison pour l'instant, et je remercie déjà Dame Chantal qui me l'a signalé. Je l'avais vue, mais j'avais pas. J'avais dit, oh non, pas pour l'instant. Puis quand elle m'a dit, ah j'adore, j'ai dit, oh j'y vais. Ah bah oui, ah bah, moi je suis en influence facilement pour certaines choses. Et la deuxième, c'est, vous avez la série sur France 3 que j'adore, qui est Les Carnets de Max Lieberman. Voilà, donc il y avait la 3e saison et 3 épisodes, et moi j'adore. Voilà, moi l'ambiance viennoise du début du XXe siècle, c'est pour Bibi, hein. Ah, moi je me vois bien avec les chapeaux, les trucs. J'aurais été un peu avant-gardiste quand même, hein. J'aurais été. Ah, mais moi j'aurais pas pu me. Oh là là, moi j'aurais été une catastrophe à cette époque-là, hein. Il n'y a aucun soupirant qui serait venu sous mon balcon, ça c'est sûr. Hein, parce que... Ah bah c'était sûr, c'est où je finissais dans les ordres ou je finissais à l'asile, hein, pour eux, hein, parce que vous savez que. Voilà. Donc je vous quitte pour l'instant, parce que je sens venir le. Voilà, ça commence.
Voilà, donc je finis, j'attends qu'ils aient fini leur fiesta et je reviens vous parler des 2 séries. À tout de suite. Enfin, maintenant là, enfin, on va bon, on est bon, mais on va parler pas trop fort, because c'est un peu tard, ils ont fini très tard, donc mais on va finir la vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Je monterai le son, au cas où ça soit vraiment trop bas par rapport à la première partie. Donc on va parler de 2 séries. La première, j'ai regardé que la première saison qui s'appelle Slow Houses, que j'ai vue donc sur Apple TV. Je remercie encore Dame Chantal de me l'avoir signalé. Donc on est avec une succursale du MI5, service secret britannique interne, hein, je rappelle, avec des bras cassés, des branquignoles, tout ce que le MI5 ne veut pas. Et ils ont un chef qui s'appelle Lamb, Jackson Lamb, qui est l'archétype du gros dégueulasse. Alors il est sale, il est imbu de sa personne, il est mauvais comme une teigne, il est méchant avec ses équipes, il pue visiblement, il se lave très très peu, il boit comme un trou, il fume comme un pompier. Comme on dit, il pète, il rote, voilà, comme la salle du démon, quoi. Il a des chaussettes trouées qu'il met sur la table, il traite ses équipes comme de la merde. Mais malgré les bras cassés, ils vont leur tomber une affaire sur la première série la première saison que j'ai vue. Hein. J'ai vu que la première saison, je vais attaquer la deuxième. Ils tombent sur une affaire avec un petit jeune de MSN qui était un élément très prometteur, mais qui a fait une énorme, enfin qui a fait une boulette, qui est pas de son fait, mais qu'on lui a attribué. Et donc il s'est retrouvé dans ce, dans ce sac à merde, quoi, qu'on appelle les veaux, en fait, qui est vraiment. C'est des braques qui branquignoles. Ils savent pas pourquoi. Ils sont tous là parce qu'ils ont fait une connerie. Il y en a certains, ils savent pas pourquoi ils sont là, et donc, pour vous dire combien il y en a certains qui sont bien atteints. Et donc, ils vont chercher, enfin, ils vont faire l'enquête. Alors, c'est des bras cassés, on est bien d'accord. Donc, au début, ça pédale un peu dans la choucroute. En plus, c'est c'est le grand-père de ce jeune homme. Alors en plus, le petit jeune là, il s'appelle River, son prénom en anglais. Alors moi, River, d'entrée de jeu, j'ai commencé à auto-ventiler en passant à River Phoenix. Non, mais voilà, les fans de guerre, il faut arrêter. Euh, mais franchement, voilà, c'est une série, il y a tout. Il y a l'espionnage, il y a les affaires à côté, il y a des personnages, vous avez envie, des têtes à claque absolues. Il y a les deux acteurs principaux, entre guillemets, hein, tête de pont, c'est Christine Scott Thomas et Gary Oldman qui sont dans Aucun joie. Elle est arriviste, froide comme la glace et tout. Et lui, voilà, c'est oh là là, la caricature du clodo absolu, mais qui est très intelligent et qui a une avance sur tout et qui visiblement a un passé très glorieux, mais pour une raison qu'on ne sait pas, il s'est retrouvé comme une merde. Voilà, et il se plaît bien dans ce contexte d'être un gros con de deuxième zone pour bien emmerder les autres. C'est plein d'humour, c'est assez crédible, c'est bien foutu, c'est drôle, ça peut être touchant par moments. Et puis toutes ces arcanes de l'espionnage, avec l'humour britannique, avec les problèmes de géopolitique, avec des personnages qui sont des enfoirés. Je pense au petit blond là. Des enfoirés que vous avez envie de taper, etc. Vous avez qu'une seule envie, c'est qu'il y ait une énorme tuile dans la gueule, etc. Voilà, il y a des personnages que vous dites, auxquels vous vous attachez, mais qui sont pas forcément les plus reluisants. Voilà, il y a une petite histoire d'amourette, machin. Donc, c'est une très bonne série. Vraiment. J'ai l'impression de dire ouais, bof. Non, non, c'est une très très bonne série. Mais franchement, c'est. Mais c'est. Alors, ça serait presque comme MI5 Spook que j'avais adoré. C'est moins bon que ça. Mais franchement, c'est du haut niveau. Et Gary Oldman, rien que pour Gary Oldman et les joutes verbales avec Christine Scott Thomas, il faut aller voir quoi. C'est Slow Horses, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment très 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 bon. Et l'autre évidemment, les carnets de Max Lieberman. Donc on revient pour la troisième saison. Donc le duo Oscar et Max reprennent leurs enquêtes en duo. Alors on avait laissé Max à la fin de l'épisode de la deuxième saison dans une position amoureuse un peu compliquée. Voilà, et donc on arrive, il sait pas où il a mal lui. Alors autant il est très bon
avec les gens pour observer les gens, pour comprendre les gens quand ils leur parlent, parce que je rappelle que c'est un psychiatre, neurologue, etc. Autant c'est une grosse buse quand ça vient pour lui. Donc les histoires sont toujours belles, on est toujours à Vienne entre 1906 et 1908, c'est toujours hyper bien foutu au niveau des décors, au niveau des habits, au niveau de la reconstitution, au niveau de l'ambiance, du contexte politique, du contexte géopolitique, etc. Les enquêtes sont redors à souhait, à chaque fois dans cette entre policiers et quelquefois, oui, psychologie, psychiatrie, etc. Oscar, lui, se rapproche d'une dame, mais il sait pas trop comment faire, pauvre garçon, et voilà. Max, c'est une catastrophe. Alors moi j'étais un peu déçue parce que quand j'ai vu la dernière scène de la saison 2, je peux pas vous raconter parce que si vous l'avez pas vu, c'est un peu emmerdant. Je me suis dit, ah, ils vont faire un rebondissement, machin. Non, la comédienne a disparu, enfin le rôle a disparu, je sais pas si elle va revenir dans une saison 4, si une saison 4, je sais pas. Euh, mais j'étais assez étonnée parce que je trouvais que ça avait du ressort. Là, le personnage de Clara, qui était sa première fiancée dans le premier épisode de la saison 1, même si elle s'émancipe et qu'elle devient très féministe et très libérale et libérée, je la trouve pas intéressante. Enfin, en tous les cas, j'aimais bien le trio, un peu, pas amoureux, mais ce genre de truc. Là, ça fait un espèce de duo. Alors lui, il est toujours en train de soupirer après elle, alors qu'il soupirait vraiment après l'autre. Alors là, vous vous dites, putain, j'ai loupé un épisode entre les deux. Voilà, donc sur ce point-là, je me suis dit, oh, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est génial. On se retrouve dans le milieu de la mode, on se retrouve dans certains milieux bourgeois, de théâtre, de machin, etc. Enfin, franchement, les câlins de Max Lieberman, alors moi j'adore, les livres de Frontali sont vraiment très bons, il faut vraiment les lire. C'est vraiment bien foutu et la série est au niveau, hein. Voilà, donc vraiment, si vous connaissez pas, c'est sur France 3, ça s'appelle Les Carnets de Max Lieberman, c'est la saison 3, donc il y a 2 autres saisons. Le duo d'enquêteurs, là, les 2 acteurs se répondent formidablement bien et leur relation se développe sur les 3 saisons. Donc moi je trouve que c'est une très jolie histoire d'amitié qui se développe entre ces 2 personnes qui n'ont à la base rien en commun, mais qui s'apprennent des choses l'un et l'autre, et c'est assez joli. Et puis je vous dis, c'est tellement bien reconstitué, tellement bien foutu, que franchement, allez-y, c'est sur France 3, donc ça doit être en dispo en replay sur France, enfin sur la plateforme de France Télévisions. Et Slow Horses, c'est sur Apple Télé. Alors Apple Télé, je vous le dis tout de suite, si vous l'avez, il n'y a rien de mauvais. Si, il y a Fondation. Enfin, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est une très bonne série si vous avez pas lu Asimov. On est bien d'accord, voilà. Mais on va dire 90% de ce qu'il y a sur Apple Télé, c'est très très bon. Voilà. À chaque fois que je chope une... Bon là, on me l'a recommandé grandement, donc merci à Dame Chantal, mais tout ce qui est sur Apple TV, honnêtement, si vous regardez, c'est vraiment du très très bon, quoi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup de choix, mais vraiment bon. Enfin, voilà, après c'est assez goût, il y a Morning Show. Alors la saison 3, je suis en train de la regarder. Je vais peut-être la regarder pendant un week-end prolongé. Là, il y a les ponts de novembre qui arrivent. Enfin, les ponts, il n'y aura pas de ponts pour nous, mais il y a une journée de congé au milieu. Voilà. Mais j'avais envie de savoir ce qui se passait dans la saison 3, donc je regarderai, ça c'est sûr. Et il y a une saison que j'adore, que je vais peut-être commencer à regarder, qui est sur Arte, là, c'est Sous contrôle avec Léa Drucker. J'adore Léa Drucker comme actrice, donc je pense que je vais regarder, mais je sais pas, peut-être que je la regarderai plus tard, parce que c'est accessible très longtemps sur Arte. Donc peut-être que je la regarderai aussi pareil en novembre, tranquillo, un week-end, en beach-watched, binge-watched de ça. Parce que quelquefois ça m'arrive, hein, je fais 3 épisodes, puis 3 épisodes. En 2 soirées, je les ai bouffés. Parce que j'ai envie de regarder autre chose, j'ai pas envie de lire ou de dessiner ou d'écouter des trucs, j'ai envie de regarder, de me mettre dans ma bulle et de faire ça. Donc voilà, on verra bien. Voilà, donc ça c'était le programme culturel. Voilà, donc je rappelle, le film She Said, pardon, les 2 sorties, une qui va sortir en janvier, Bill Ryder Jones, Instant Fangirl,
The Coral, le dernier témoignage dans le docu sur les petits vieux nazis. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et la série Slow Horses et les carnets de Max Lieberman. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui est, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors je sais pas. Je sais pas, vous verrez bien, vous verrez. Voilà. On m'a demandé un truc sur la mode, sur les mannequins, parce qu'on sait que j'aime bien ça. Donc peut-être que je vais faire ça, je sais pas. Je verrai ce que je ferai. Voilà, allez, bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, et à la semaine prochaine. Ciao.